Binge Audio, c'est donc toi? Je commençais à avoir hyper mal au ventre, je commençais à pleurer à chaque fois que je pensais au collège, j'arrivais plus à faire mes devoirs. C'est vraiment la sensation de passer le portail et d'avoir une énorme boule au ventre, d'avoir envie de pleurer, de juste avoir envie de revenir auprès de ma mère et mon père. Le jeudi après-midi, j'étais sur mon lieu de travail, elle m'appelle en larmes et elle me dit « Maman, je suis désolée, tu vas m'en vouloir, mais en fait je peux plus, j'y arrive plus, je dois arrêter l'école en fait ». Je faisais exprès de moins manger pour avoir mal au ventre, pour dire « Ah, j'ai mal au ventre, du coup je peux pas aller à l'école ». Enfin, des choses comme ça on était vraiment arrivé très loin en fait. Une panique qui m'a prise comme ça et c'est hyper bizarre au début parce qu'on ne sait pas pourquoi c'est là. Je suis Tessa, j'ai 21 ans, je travaille dans la musique, donc je suis chanteuse. Et là en ce moment on est posé dans un petit parc à Angers. Alors mon enfance, enfin les trucs que j'ai en tête par rapport à la petite Tessa que je pouvais être, c'était une enfant qui était quand même assez solaire, assez joyeuse, mais j'ai toujours eu, on va dire, hormis mon cercle proche, toujours eu peut-être un peu de mal avec les autres et le monde autour, et vraiment dès le plus jeune âge. J'ai une mère qui est très 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 anxieuse. Et qui faisait de l'agoraphobie, donc je l'ai vu faire des crises d'agoraphobie, je l'ai vu dans tout ce truc-là. Alors l'angoisse de ma mère, je l'ai très très vite ressentie et je me la suis appropriée en fait. Et parce que j'étais une enfant qui était très 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 fusionnelle avec ma mère, j'étais collée à elle. Un truc qui arrivait très souvent, c'est quand elle venait nous récupérer avec mes sœurs à l'école, elle se mettait à paniquer au volant. En fait, elle commençait à le dire, elle énumérait ses symptômes. Et du coup, j'étais là, non mais ça va, t'inquiète pas, il nous reste que tel nombre de minutes avant d'arriver à la maison et tout. Ce qui fait que du coup, très vite, l'anxiété, ça a été glissé dans ma vie de manière indirecte. Mais je pense que j'ai grandi en me disant, ok, le monde extérieur n'est pas sain et n'est pas... il y a un danger quelque part en fait. Et je pense que c'est pour ça que du coup, dès les premières années à l'école, donc dès la maternelle, j'ai commencé moi aussi à montrer des signes de ok, je sors de la maison, j'ai peur de quelque chose. Je sais que je faisais beaucoup, je sais pas si c'était vraiment des terreurs nocturnes ou alors juste des grosses crises la nuit qui m'empêchaient de dormir parce que j'avais peur d'aller à la maternelle le lendemain. J'avais cette angoisse de séparation en fait avec ma mère alors que j'avais une maternelle qui était dans la résidence dans laquelle j'ai toujours vécu quoi. Donc c'est même pas 5 minutes à pied, j'étais à la maison et ça s'est très vite, je pense, transformé en TOC. J'avais ce truc-là où je marchais d'une manière assez spéciale. Le truc qu'on a un peu tous, je pense, à un moment où on se dit faut pas marcher sur les traits. Parce que si je marche sur les traits, je vais mourir. Ou alors, il faut que je marche que de telle ou telle manière. Et j'avais ce truc-là constamment. Je contractais mes doigts et mes doigts de pied quand j'étais petite. Ce qui fait que, par exemple, toutes mes chaussures, je les cassais très rapidement. Parce que je venais jusqu'à creuser, en fait, mes chaussures à cause de mes TOC. Donc ouais, j'ai eu ces trucs-là dès la maternelle et ça m'a suivi en primaire. Très tôt à l'école, j'ai eu du mal avec, on va dire, le rythme qu'on imposait un peu à tout le monde. Alors ouais, très tôt, les premiers symptômes qui montraient que j'étais pas du tout à l'aise, ça a été les maux physiques, les maux de ventre et l'envie de vomir. Et du coup, j'étais persuadée que j'étais malade. Et très souvent, j'allais voir les médecins pour parler de ça. Ils étaient en mode oui, l'enfant est malade, on va la traiter. Elle reste quelques jours à la maison. Un truc que je faisais très souvent aussi, c'est que je cherchais à tomber malade. Donc par exemple, j'instaurais des stratagèmes. Je pense que mes parents sont pas au courant de ça. Mais par exemple, la nuit, j'allais me mouiller le dos. J'allais dormir à la fenêtre ouverte avec le dos trempé pour espérer le lendemain être malade, espérer avoir de la fièvre, se demander tous les matins à mes parents est-ce que j'ai de la fièvre ou quoi, regarde j'ai de la fièvre, parce que je cherchais une excuse pour fuir l'école. Très tôt aussi, je crois que j'ai commencé à avoir du mal à manger avant d'aller en cours. Par exemple, j'ai essayé pendant des mois de me réveiller à 5h du matin pour me dire ok, donc là j'ai cours à 8h, je me réveille à 5h, j'ai 1 à 2 heures où je peux m'apaiser, où je peux prendre tout le temps dont j'ai besoin pour manger. Parce que justement, vu que mes symptômes d'anxiété c'était les maux de ventre et la nausée, je me disais si je mange, c'est une chance d'être malade derrière. Ou alors justement...
Je passais pas la phase où je me disais il faut que tu manges le matin parce que sinon tu vas avoir des symptômes de faim en cours et tu vas te dire que t'es malade. Ou alors je faisais en sorte de me réveiller le plus tard possible aussi à un moment pour ne pas me laisser le temps de réaliser la chose et de me dire ok juste tu te prépares et tu pars en cours, c'est tout. Je crois que tout ça a commencé en fait je sais pas quel âge on a quand on rentre en CP, mais les premiers trucs qui me sont venus en tête en vrai dès la primaire quand je sentais que j'allais pas bien, c'était les odeurs en fait qui ont beaucoup aidé au début. Où je me servais du foulard de ma mère. Quand physiquement j'allais pas bien, je mettais mon nez dedans pour me concentrer sur autre chose et avoir un truc qui pouvait peut-être prendre le dessus des symptômes physiques que je pouvais avoir. Je sais pas si ça marchait vraiment, mais ça me rassurait en fait. En fait, je suis passée par un peu tous les sens parce que j'ai eu l'odeur et j'ai eu le goût aussi qui a beaucoup joué. Plus tard, j'ai découvert le chewing-gum qui est un truc qui m'aide beaucoup aujourd'hui parce que justement, c'est un truc qui... quand tu le mâches, du coup ça fait un effet ça détend la mâchoire qui vient détendre en fait un peu tout le reste du corps et tous les muscles qui vont se tendre à cause de la crise. Et je prenais un goût toujours assez fort pour justement là aussi me focaliser sur autre chose. Et j'avais un symptôme aussi durant mes crises de panique qui était le fait d'avoir l'impression que ma langue grossissait et 100% dans ma gorge et que du coup j'étais en train de m'étouffer. Et le fait d'avoir un truc à mâcher, ça me faisait me rendre compte que ma langue était normale et qu'elle ne partait pas au fond de ma gorge et que je ne m'étouffais pas. L'entrée au collège, c'était quelque chose que j'ai à la fois vachement appréhendé et que j'avais hâte aussi de découvrir parce que c'était encore un nouveau niveau. Parce que c'est là où je me suis liée d'amitié avec des gens qui m'harcelaient en fait, tout simplement. En fait, j'étais entourée de filles qui avaient mon âge, mais on va dire qui n'étaient pas dans le même genre d'enfants. On a créé un genre de lien super bizarre ou une relation pas saine quoi. Parce que moi je les considérais comme des amis, mais derrière c'était on va se moquer de toi physiquement, on va te pointer du doigt ce qui va pas, c'est des humiliations publiques etc. Parce que je suis pas habillée avec de la marque, parce que je me maquille pas. Et c'était dès la 5e où mon corps a montré des signaux de oula l'école ça marche pas avec nous. Mais ouais, j'ai commencé à avoir toujours ces symptômes de je suis malade. Mais très souvent, toutes les semaines, tous les jours quasiment, j'allais en cours. J'ai resté des fois... il y avait des heures où ça allait, mais très souvent, je sais que le cours de maths, par exemple, quand j'étais en 5e, le cours de maths, c'était le cours où j'avais le plus de symptômes, où j'avais l'impression que j'allais vomir. Et ça se voyait parce que j'avais mes camarades à côté qui essayaient de dire non mais t'inquiète, t'es sûr ça va, tu veux pas aller à l'infirmerie. L'infirmerie pour moi c'est vrai que c'était un peu mon chez-moi de l'école je pense, parce qu'il y avait quasiment personne à l'infirmerie. Au bout d'un moment l'infirmière c'était quasi familier quoi en fait, parce qu'elle me voyait tout le temps et tout. Elle m'ouvrait même une petite pièce dans l'infirmerie qui de base était un endroit où on rangeait les médicaments je crois, où il y avait un petit lit où elle me laissait me mettre dedans quand elle était avec d'autres élèves. C'était mon endroit dans tout l'établissement scolaire où justement mes symptômes s'apaisaient. Mais ouais, je sais que c'était aussi ma porte de sortie définitive de l'école parce que justement ça passait par l'infirmerie pour appeler ma mère et pour dire venez récupérer Tessa, elle va pas bien. Et après, à force de voir les médecins, le médecin généraliste de la famille a dit à ma mère en fait votre fille elle stresse. C'est juste du stress qu'elle a et du coup c'est mentalement elle se crée tout ça. Et au début quand j'apprends ça m'a rassurée parce que du coup j'étais une enfant qui prenait en vrai tout le temps des médicaments quoi, qui cherchait des trucs anti-vomitifs, qui cherchait des trucs pour apaiser les maux de ventre parce qu'il me fallait un truc qui me rassurait mentalement. Même la nuit pour dormir, j'ai des souvenirs où je devais prendre des anti-vomitifs parce que j'avais peur de me réveiller de vomir la nuit. Et au début quand j'ai eu ce mot stress, du coup ça a été à la fin un truc cool parce que j'avais un mot qui pouvait expliquer le fait que oui, c'était pas entre guillemets normal. Et en même temps, ça m'a pas rassurée parce que justement, ça m'a fait me dire que ma tête pouvait me créer tout ce qu'elle voulait en fait. J'étais devenue un peu, entre guillemets, c'est un gros guillemets, le cliché de l'enfant qui souffre de dépression. Donc vraiment l'enfant qui est très, très négative. Mais j'avais des idées noires. Je sais pas, ouais, c'est cliché, mais je portais du noir de ouf. Et ouais, j'ai fait des bêtises, etc. avec moi-même, je suis allée trop loin sur des trucs, je me suis fait du mal, etc. à ces périodes-là. Donc, en fait, mon anxiété évolue très souvent. Au lycée, elle s'est présentée de manière plus forte, avec peut-être des pensées différentes, un cheminement de pensées différent que j'avais peut-être pas connu jusqu'à ce moment-là. Ce qui fait que du coup, ça m'a fait super peur et que je suis retombée dans le cercle donc des grosses crises de panique et du fait de fuir l'établissement scolaire parce que du coup, je pouvais à nouveau plus être dans les cours, quoi. Au début, c'était juste, en cours, j'arrive pas à rester, je sors. Après, c'est une matinée, j'arrive pas à y aller, j'y vais pas.
après c'est toute la journée, après c'est toute la semaine où je peux pas y aller. Et je commence à vraiment ne plus réussir à sortir de la maison. Faire les courses, rester une heure dehors, c'est pas possible pour moi. Sortir les chiens, c'est aussi compliqué. Et du coup, c'est là où ça sonne vraiment la sonnette d'alarme et où mes parents se disent bah là, il y a un truc qu'il faut aller consulter. J'avais peur du monde extérieur en vrai. En fait, je veux pas exister, quoi. Aux yeux des autres, je veux juste... Je fais acte de présence parce que je dois être là. Mais si on me demande, moi, je reste dans mon coin et je me fais pas voir, en fait. Tout ce qui est vu comme étant très simple, de manière générale, dans la vie, c'est des trucs qui m'ont toujours demandé des efforts. N'importe quelle activité qu'il y avait à faire en dehors de la maison, ça me demandait beaucoup d'énergie et plus que pour les autres. Parce que justement, il fallait que moi, je contienne mes peurs, en fait. Et c'est là où justement on s'est dit on va aller voir des médecins et par chance mes parents avaient un contact qui connaissait justement l'hôpital dans lequel j'étais admise, qui était je pense la meilleure structure dans laquelle je pouvais tomber par rapport à ce que j'avais. C'était un hôpital psychiatrique pour adolescents qui faisait aussi 2 jours et du coup moi j'étais dans l'option 2 jours quoi. Mais c'était axé vraiment sur la phobie scolaire et la phobie sociale. Parce que déjà c'est la première fois qu'on me met ces mots-là, c'est la première fois qu'on me dit tu souffres de ça. T'as à l'étage 3 classes. T'as une classe majoritairement d'anglais, de français et de sciences. Mais j'ai vu que c'était des classes où on était maximum 5, que la professeure elle était super cool. Et voilà, finalement, on m'a pas laissé le temps. J'ai directement été prise en charge par la fameuse psychologue, par un psychiatre. C'était une redécouverte de la vie, je pense, pour moi, parce que justement, déjà, j'étais entourée de jeunes qui souffraient et de choses similaires et de trucs totalement différents. Et j'avais des adultes qui mettaient des mots du coup sur ce que je vivais et qui me comprenaient et qui n'étaient pas dans le jugement constant, etc. Qui mettaient quand même des coups de pied quand il fallait, parce que le but c'était quand même pas que je me renferme de ouf, mais ils étaient très bienveillants dans leur approche. Et il y a un truc qui m'a vachement aidée, c'était un atelier qui s'appelait Dans la ville, où justement j'étais accompagnée de différents infirmiers et où on se disait c'est pour les personnes qui souffraient majoritairement de phobie sociale, le but était de nous refaire prendre confiance en l'extérieur sans par exemple les parents ou quoi, et on avait juste donc des infirmiers qui nous accompagnaient, mais c'était les enfants qui pouvaient mener toutes les sorties. Ce qui fait qu'après de moi-même, quand j'étais toute seule chez moi, je faisais très souvent des sorties pour rien, ou juste je prenais le métro toute seule, ou je prenais le bus toute seule. Genre des fois je faisais des allers-retours de 30-40 minutes juste pour m'habituer et ne pas perdre l'habitude en fait. Avoir une psy à l'hôpital, je sais pas si sur le moment ça m'a vraiment aidée, parce que j'ai eu ce premier lien avec ma psy où je n'osais pas forcément lui dire ce qu'il faut dire finalement à une psy, parce que j'avais quand même un truc où je me disais c'est lié à mes parents, je suis mineure, donc selon ce que je vais dire ça va être répété à mes parents, etc. Donc je pense que j'avais quand même une certaine limite. Je me faisais du mal, ma psy, je crois que j'ai mis très longtemps avant de lui dire ça, je crois que je lui ai jamais dit, même que j'avais fait tout ce qui était tentative ou quoi, je crois que personne n'était au courant là-bas parce que je l'ai dit à personne, plein de trucs du genre. En fait c'était ma psy qui elle me disait toi tu parles pas, il faut te tirer les verres du nez pour que tu parles quoi. Donc heureusement que c'était une psy comme ça et elle était super gentille, donc je l'aimais beaucoup. Mais ouais, je pense que le fait, ce qui m'a vachement aidée, c'était le fait d'arrêter de me forcer forcément à aller dans les établissements scolaires. Donc le fait de lâcher ce truc-là et donc du coup de me dire ok, je m'enlève la pression de ça et je me fais déscolariser. Ça a été vraiment un renouveau parce que je me suis dit ok c'est bon, je n'ai plus à être mise face à ma phobie scolaire. Donc je vais être au CNED, donc l'école à la maison. Je vais être suivie juste sur le plan scolaire à l'hôpital. Je crois que je passais souvent mes journées ou à sortir mes chiens juste à une période et après où je sortais toute seule pour on va dire agrandir mon périmètre, etc. Et ouais, juste en écoutant encore de la musique. J'aimais bien dessiner, donc je dessinais pas mal à l'époque. Enfin, en fait, la musique prenait une place tellement importante que tout le reste avait un effet minime par rapport à la musique en fait. La musique, déjà ça me faisait croire en quelque chose, en un rêve. Enfin, j'ai toujours eu ce truc où je m'étais dit je veux être chanteuse, je vais réussir à faire des concerts et être connue par plein de personnes, mais pas pour le truc de vouloir de la fame, mais pour le truc de vraiment... J'ai toujours eu ce rêve de grandeur en me disant j'ai envie d'être une grande chanteuse pour espérer atteindre un grand groupe de personnes et en vrai c'était un peu en mode ce sera tous mes amis quoi, c'est que des gens, on sera tous en groupe safe, on est bien avec nous-mêmes, on n'est pas dans le jugement, on va s'écouter et on se rejoint sur un point qui est la musique. Et puis même composer, ça m'aidait moi à mettre peut-être des mots sur ce que je pouvais vivre et c'était vraiment une passion quoi.
J'ai mis longtemps avant de comprendre que je savais un peu chanter parce que mes 2 sœurs aussi chantent. Et de la famille, j'étais celle qui avait la plus petite voix. Et quand j'ai commencé à poster mes covers, j'ai vu que ça pouvait plaire à du monde. Et du coup, je pense que ça m'a donné un peu d'assurance et de confiance dans le fait de me dire, ouais, je sais pas. En fait, je sais même pas si j'avais eu la présence d'esprit de me dire, ça plaît. Donc peut-être que ça veut dire que tu sais faire quelque chose par rapport à ça. Mais c'est juste que ça me plaisait en fait. Du coup, je continue ce suivi où je jongle entre l'hôpital et la maison pour l'école pendant 2 ans et demi, je crois, et je m'arrête un tout petit peu avant la fin de ma terminale, donc un tout petit peu avant de passer le bac, parce que déjà, je vais être majeure et l'hôpital ne prend plus après la majorité, et parce que aussi je ressens le besoin de partir en fait de l'hôpital, et la musique commence à prendre de plus en plus de place à ce moment-là. Enfin, je développe encore plus ma passion quoi en fait, et je poste de plus en plus sur internet, et je commence à travailler avec mon manager qui s'appelle Sofiane et qui me montre un concours qui existe du coup sur les réseaux que propose Booba, où il faut juste reprendre son son arc-en-ciel, et si on gagne on peut du coup faire la scène de Will Up Green avec lui. C'était en 2019 et il y avait pour le coup Booba qui était programmé et il avait lancé ce petit concours-là. Et au début, je voulais pas du tout participer parce que, en fait, je pensais déjà, en tant qu'anxieuse, à toutes les éventualités, dont celle de gagner et de me dire, il y a 40 000 personnes en face, je ne monterai pas sur scène devant 40 000 personnes. Mais mon manager me dit, vas-y, tente et tout, on sait jamais, enfin voilà, il y a plein de personnes qui vont participer et tout, donc tente. Et pour le coup, j'ai gagné ce concours-là. Ce qui fait que du coup, il y avait une autre fille qui avait gagné avec moi, on se retrouve à nous dire que la semaine d'après, on allait être à Will Up Green avec Booba, devant 40 000 personnes. Donc j'ai paniqué de ouf. Je crois que j'ai même demandé à mon manager de dire que je voulais plus participer, que je voulais qu'on annule et tout, parce que je me suis dit, en fait, j'ai toujours des crises de panique où je me dis que je vais vomir en public. Qu'est-ce que je fais si je passe sur scène et que je me mets à vomir sur scène, si j'avais trop peur de ça. Et finalement, il a réussi à me convaincre, et du coup j'ai fait ok, on va essayer. Et en fait, j'ai tellement angoissé la semaine qui a précédé le truc que le jour même, je me suis réveillée et je n'avais aucune once d'anxiété. Et la personne qui avait gagné avec moi, c'était une maman qui était psy. Donc je me disais, ok, donc elle peut comprendre. Si jamais je suis pas à l'aise, elle va comprendre elle, donc elle pourra m'aider. Et j'ai pu profiter toute la journée du festival. Et le soir, je commence un peu quand même à paniquer parce que première fois même que je vais à un festival, en vrai, j'avais jamais vu de festival de ma vie. Je panique de ouf. Booba est en retard en plus. Et finalement, j'ai plus le choix quoi. Quand t'es sur ton côté de scène, que t'as le micro dans les mains, que t'attends qu'on te présente et tout, t'as plus trop le choix. Et franchement, j'ai eu la chance de lancer la chanson en fait. Enfin, ça me faisait très peur, mais j'étais celle qui commençait à chanter sur scène. Et c'était le refrain de la chanson, et du coup tout le monde connaissait le refrain, et du coup tout le public a chanté pendant que je chantais. Et ça m'a directement mise à l'aise sur scène. Et je me suis dit waouh, j'adore. Et je me rappelle m'être dit, ok là, les moments où tu chantes pas, tu te tais. Et juste tu regardes tout le public et tu fais une photo pour garder ça en tête en fait. 40 000 personnes, c'était une marée humaine qui avait en face de moi. Et franchement, ça avait été super cool. Et après, les gens qui étaient venus avec moi, ils m'ont tous félicité, c'est trop bien, moi j'étais trop fière de moi parce que je me suis dit j'ai réussi à me passer par-dessus mon anxiété par rapport à tout ça. Et ça a mené que par la suite après, voilà, j'ai commencé à vraiment travailler le projet dans lequel je me suis lancée, le projet de Tessae quoi. J'ai vraiment commencé à travailler sur mon projet en septembre 2019 parce que c'est là où j'ai signé. Mais justement, 2020, on est coupé court par le Covid. J'avais plein de concerts qui étaient prévus parce que j'avais eu justement un morceau qui avait un petit peu buzzé à ce moment-là. Et du coup, j'avais plein de concerts qui étaient prévus parce qu'on me voulait sur scène. C'était un morceau qui s'appelait Bling, qui avait buzzé du coup sur TikTok à l'époque. Et c'est un truc qui m'avait dépassé de ouf parce que c'était de base un morceau que j'avais fait un peu... en mode un défi, de la rigolade quoi, je fais ça et ça a pris de nulle part et ça m'avait dépassé et j'ai pu faire quelques dates. J'ai quand même très peur, j'adore la scène mais j'ai très peur de ça quand même tout le temps parce que j'ai toujours l'appréhension de me dire imagine tu vomis sur scène, toujours je l'ai. Un truc qui me terrifie sur scène, c'est trop drôle, j'ai toujours une setlist écrite à mes pieds que je mets sur scène, je demande à tout le monde de mettre ma setlist devant mon pied de micro quand je dois monter sur scène et dessus j'écris toutes mes chansons mais j'écris surtout en fait mon blabla, tout ce que je dois dire entre les chansons parce qu'en fait j'ai trop peur de parler. Et du coup, au tout début, j'apprenais tout ça par cœur. Genre vraiment, j'étais en robot, du coup, c'était pas naturel. Et au fur et à mesure, ça c'est un peu... ça va un peu mieux quand même, ça. Hein. Mais maintenant, déjà, j'écris plus mes textes en entier, parce qu'avant, c'était vraiment en entier. Maintenant, je mets que des mots-clés pour me rappeler des thématiques que je dois dire. Des fois, il y a des concerts... Voilà, je suis plus en concert en ce moment, mais il y avait des concerts où ça pouvait
mal se passer intérieurement pour moi, où je vivais mal la chose et du coup je restais vraiment dans le truc de la limite du robot, de je sais ce que je dois faire, je fais juste ce que j'ai à faire et après c'est tout. Et d'autres concerts où le public me mettait vachement à l'aise et où du coup je prenais un peu plus de liberté, je pouvais parler plus longtemps ou plus lentement parce que je parle très vite de base et sur scène c'est pire. Et là, 2022, j'ai sorti mon album. J'ai pas eu la chance de pouvoir le défendre vraiment sur scène parce que j'ai dû faire un arrêt maladie à cause de mon anxiété, qui fait que du coup, là, 2023, je devais remonter sur scène avec Stromae qui m'avait invité à faire des premières parties, qui malheureusement a lui aussi arrêté pour cause de santé. Vu que les concerts, ça se prévoit en avance, vu que j'ai eu un arrêt de 6 mois, on n'a pas, là pour le moment, il n'y a pas vraiment de concert de prévu encore, quoi. Du coup, je suis dans l'attente de voir où est-ce que les choses iront avec le temps, quoi. En fait, je fonctionne beaucoup par phase, par période maintenant. Et du coup, il y a des périodes où j'arrive à tenir des trucs super sains, des périodes où j'arrive pas du tout à les tenir. Un truc que j'aime pas trop mais qui marche beaucoup pour moi, c'est le sport maintenant. Aujourd'hui, je fais du sport parce que ça m'aide à réguler mes émotions. Ça m'aide à évacuer mon anxiété, ma colère, etc. Et j'en ai besoin. Écrire, que ce soit pour la musique ou dans des journaux, trucs du genre. Vraiment essayer de mettre à plat les pensées pour justement avoir plus de facilité à prendre du recul là-dessus. Et j'ai ma psy, mon suivi psychologique et on essaie d'avoir un suivi psychiatrique aussi derrière. C'était le truc qui m'a le plus aidé. Maintenant je me vois vraiment comme je suis la fille qui est anxieuse, je souffre d'anxiété et des moments dans ma vie ça va se voir, des moments ça va pas se voir, des moments je vais me sentir handicapée par ça, des moments pas du tout. Et ça m'handicape quand même vachement au quotidien dans le sens où je sors jamais. Parce que j'ai très peur toujours de sortir, je sors jamais toute seule parce que je ne sais pas sortir seule. Et un truc qu'il faudrait que je fasse, que des fois j'arrive à faire, c'est des fois juste sortir 10 minutes, marcher 10 minutes. Mais voilà, ça dépend. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est juste essayer d'être douce avec moi, qui est très important. Enfin moi, ce que j'ai vraiment compris par rapport à... parce que je garde beaucoup en tête, c'est le fait de prendre du recul par rapport à mes pensées. Parce que je me suis toujours dit que les pensées, c'est un truc qui vient naturellement en fait. C'est un truc où tu te dis, c'est là. Mais faut comprendre que les pensées, c'est pas toujours vrai en fait. Que notre cerveau, ça peut être notre pire ennemi quand il veut. Hein. Et faire preuve d'honnêteté là-dessus, c'est je pense faire bouger, effacer peut-être des tabous, mettre en avant des trucs pour rendre les choses plus normales. Et montrer que finalement on est plein à souffrir de santé, de notre santé mentale et qu'on n'est pas destiné à être toute notre vie coincé dans du négatif. Être humain, c'est pas être parfait en fait. La santé mentale, c'est le pilier de tout en vrai. Et qu'il n'y a pas de mal à être parfait dans ses imperfections, je pense. Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Olivia Muller. Réalisation, Elisa Grenet. Production, Naomi Titi. Coordination éditoriale, David Carzon. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, écrivez-nous à l'adresse aprèslapluie@binge.audio ou sur le compte @aprèslapluie podcast sur Instagram.